Coucou les gens. Avant la fin de novembre, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Du coup, j'ai décidé de parler des dessins animés creepy. Bienvenue dans un monde où l'innocence se mêle à l'horreur. Un univers où les couleurs vives cachent des secrets sombres. Aujourd'hui, nous plongeons dans le royaume des dessins animés creepy, où les personnages adorables révèlent leur côté obscur. Je ne souhaite pas détruire votre enfance, mais juste éclaircir quelques points laissés au passé. Aujourd'hui, on s'intéressera surtout aux dessins animés de l'époque, entre les années 70 et 90. Il est important de noter que ce qui peut sembler creepy pour certains peuvent être perçus comme amusant ou divertissant pour d'autres. Êtes-vous prêt à explorer l'étrange? Alors c'est parti pour la première vidéo de Parlons-en. Le premier épisode de Bonne nuit les petits a été diffusé en 1962. À cette époque, les marionnettes étaient Mirabelle et Petit Louis, le marchand de sable et Gros Nounours. Il y avait 568 épisodes de 5 minutes. Puis une troisième série intitulée Nounours de 78 épisodes de 5 minutes en couleur est diffusée à partir de 1976. Une quatrième série de 203 épisodes de 3 minutes en couleur est enfin diffusée à partir de 1994 jusqu'à 1997, juste avant le journal de 20h. C'est celle que nous connaissons tous avec Nicolas, Pimprenel, Nounours, le marchand de sable, et Oscar, le neveu de Nounours. Bonne nuit les petits est un classique de la télévision française. Cher à de nombreuses générations. Même moi qui suis née en 96, j'ai pu connaître ce dessin animé quand j'étais petite. Je me souviens encore de chaque personnage et de certaines chansons. J'ai aussi partagé cette découverte avec mon frère qui est maintenant adolescent et qui en garde de bons souvenirs. Cependant, en y repensant, on peut déceler certains éléments qui peuvent paraître malaisants à un regard adulte. Premièrement, l'atmosphère. Bien qu'elle soit conçue pour être réconfortante, elle peut aussi frôler l'étrange. La présence du personnage de Nicolas, qui interagit avec des marionnettes, soulève des questions sur la frontière entre l'imaginaire et la réalité, car il est lui-même une marionnette. Les personnages, avec leur expression figée et leurs mouvements parfois saccadés, peuvent créer une ambiance légèrement perturbante, surtout d'une vision d'enfant. De plus, certains épisodes abordent des thèmes plus sombres, comme la peur de l'abandon ou la solitude, qui peuvent toucher les petits de manière inattendue. Les histoires, bien que souvent légères,
laisse parfois planer un sentiment d'inquiétude, et certains enfants pourraient se sentir vulnérables face à ces messages. Et enfin, la répétition des situations et le schéma narratif prévisible peuvent donner lieu à une certaine monotonie, presque hypnotique, qui pourrait être interprétée comme une forme de conditionnement. Un rituel d'action identique et quotidien que les personnages exercent à chaque épisode. En réalité, Bonne nuit les petits nous offre une nostalgie douce et à la fois amère, où l'innocence de l'enfance se mêle à des éléments qui peuvent sembler étranges et malaisants. C'est un bel exemple de la manière dont nos souvenirs d'enfance peuvent être teintés de nuances plus sombres à mesure que nous grandissons et que nous prenons du recul. Le Manège enchanté a été diffusé à partir de 1964. La première saison est constituée de 500 épisodes de 5 minutes, dont 15 en noir et blanc. En 1973, une centaine d'épisodes est commandée par la France. Les 116 épisodes sont rediffusés à partir de 1982 sur France 3. Il y aura 5 saisons, entre 64 et 95. Heureusement, une nouvelle série en images de synthèse de 52 épisodes a été diffusée à partir de 2006 sur M6 en 2015, dont Zouzou sur France 5. Et personnellement, je trouve les personnages beaucoup moins creepy et beaucoup plus colorés, limite plus réalistes. Je vais vous mettre les versions côte à côte pour que vous voyez bien l'évolution de chaque personnage. La liste commence avec Margot, une petite fille, qui vient au Bois Joli pour voir son chien Pollux. Elle lui apprend les bonnes manières. Pollux, un chien anglais à poils longs, fan de sucre, avec un accent très très fort. Il y a Ambroise, un escargot très carré dans sa pensée. Il n'aime pas mentir et se fait souvent moquer par Pollux. Néanmoins, les deux sont meilleurs amis. Il y a aussi Azalée, une vache à pois qui se prend pour une star. Elle aime aussi les fleurs, a un gros appétit et au cours de la 3e saison, elle acquiert le pouvoir de voler, ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle est surexcitée ou pressée et devient préoccupée par son poids. Flappy, un lapin guitariste et mexicain qui replie les oreilles sur ses yeux pour faire la sieste. Dans les épisodes en couleur, ses caractéristiques et ses talents culinaires sont plus italiens. Zébulon, un magicien à la tête rouge d'origine espagnole qui apparaît sous la forme d'un petit diable à ressort. Il a été enfermé pendant au moins 4000 ans jusqu'à ce que Père Pivoine le libère. Il suffit de prononcer son nom au moins 3 fois pour qu'il apparaisse. Père Pivoine, un forain au grand cœur qui console les enfants et offre des tours de manège. Il a un peu l'accent marseillais. Bonhomme Jouvence, le jardinier qui roule en tricycle malgré ses 100 ans. Il commence toujours ses phrases par « ep 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 ». J'ai toujours cru que c'était une vieille femme, même si le personnage avait une longue barbe. Il avait aussi une voix très féminine. D'ailleurs, dans la nouvelle version, c'est devenu Madame Jouvence. Bien, maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir éclaircir les points creepy du dessin animé. Déjà, Le Manège enchanté est une émission emblématique qui lui aussi a marqué l'enfance de nombreux enfants. Mais, bien que ces personnages colorés et ces histoires légères semblent inoffensifs aux premiers abords, plusieurs éléments peuvent apparaître malaisants à un regard plus attentif. Tout d'abord, une fois de plus, l'atmosphère. Elle est souvent décrite comme rêveuse, mais peut s'avérer troublante. Le manège lui-même, avec ses couleurs vives et ses animaux qui se comportent comme des humains, crée un cadre enchanteur, mais aussi légèrement surréaliste. Les interactions entre les personnages, qui semblent parfois déconnectés de la réalité, donnent une impression d'étrangeté, renforcée par le décor statique et la répétition des scénarios. Ensuite, les personnages, bien que joviaux, présentent des traits qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, le personnage de Zébulon est souvent perçu comme une figure joyeuse, mais son rire exagéré et ses manières parfois imprévisibles peuvent susciter un sentiment de malaise. De plus, les interactions entre les personnages, qui semblent aussi parfois manipulatrices ou ambivalentes, peuvent donner lieu à des interprétations plus sombres. Pour ceux qui ne le savent pas,
ambivalent, avoir tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard d'un même objet ou une personne. Par exemple, l'amour et la haine, et la joie et la tristesse, en même temps. Un autre aspect dérangeant est l'idée de l'immobilité. Les personnages sont souvent pris dans un cycle répétitif, tournant autour du manège sans véritable évolution. Cette stagnation peut évoquer une certaine mélancolie, comme si les personnages étaient piégés dans un espace-temps sans échappatoire, ce qui peut être déstabilisant, surtout pour les enfants. Et enfin, les leçons morales et les messages véhiculés, bien qu'ils soient présentés de manière enfantine, peuvent parfois être ambigus et difficiles à saisir. L'idée de résoudre des conflits, des rituels répétitifs ou des non-dits peut laisser une impression troublante sur la compréhension des relations interpersonnelles chez les petits. Au final, le manège enchanté présente un mélange d'enchantement et de malaise, où la nostalgie de l'enfance se heurte à des éléments de surréalisme et d'ambiguïté. Cette dualité souligne la complexité des souvenirs d'enfance et invite à une réflexion sur Premièrement, Aglaé et Sidonie a été diffusée à partir de 1969. La saison était composée de 65 épisodes de 5 minutes. Ensuite, la série a été rediffusée tout au long des années 70, puis en 83 et enfin en 85 sur TF1 et au milieu des années 90. Il existe en tout 5 saisons de 13 épisodes, presque tous constitués de petites chansons. Aglaé et Sidonie est une série animée qui a su captiver le cœur de nombreux enfants avec ses personnages attachants et ses histoires colorées. Cependant, en y regardant de plus près, certains aspects de la série peuvent sembler étranges, voire creepy. Tout d'abord, l'univers dans lequel évoluent Aglaé et Sidonie présente une esthétique qui, bien que charmante, peut être troublante. Les décors sont souvent surréalistes et les couleurs vives assorties à des éléments parfois décalés créent une ambiance qui peut frôler l'inquiétant. Par exemple, certains arrière-plans avec leurs motifs répétitifs et leurs formes abstraites peuvent donner une impression de malaise ainsi que certaines musiques d'ambiance. Les personnages eux-mêmes affichent des traits exagérés qui, dans certains angles, peuvent sembler dérangeants. Les expressions faciales de Sidonie, bien qu'amusantes, peuvent parfois être interprétées comme trop intenses, entraînant un sentiment d'inconfort. De plus, la dynamique entre les personnages, avec des interactions qui frôlent le bizarre ou l'absurde, peut réveiller des sentiments d'incertitude chez les tout-petits. Et enfin, les intrigues, qui mélangent le quotidien et l'imaginaire, peuvent parfois aborder des thèmes qui, bien que présentés de manière légère, touchent à des préoccupations plus sombres. Par exemple, les situations de solitude ou de rejet, bien que résolues par l'amitié, sont parfois mises en avant de manière assez accentuée, ce qui laisse une empreinte plus inquiétante qu'attendue. En gros, Aglaé et Sidonie, derrière son apparence de légèreté et son humour, cachent des éléments qui peuvent sembler creepy à un regard adulte. Cette dualité entre innocence et malaise rappelle que les histoires pour enfants peuvent parfois aborder des thématiques plus complexes et dérangeantes. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Chapi Chapeau est composé de 60 épisodes de 5 minutes. La première fois qu'il est diffusé, c'est en 1974. Nous retrouvons donc les personnages Chapi, la fille, et Chapeau, le garçon. Les deux personnages s'expriment avec une sorte de babillement incompréhensible à l'image de celui des bébés. Les deux protagonistes évoluent dans un décor imaginaire et merveilleux composé de cubes multicolores de toutes tailles. Chapi Chapeau est une série d'animation française emblématique qui a marqué plusieurs générations d'enfants avec ses personnages aux formes simples et son univers coloré. Cependant, en y réfléchissant, certains aspects de l'émission peuvent sembler étranges et inquiétants. Tout d'abord, l'esthétique de la série, bien que stylisée, présente des éléments qui peuvent frôler le surréalisme. Les personnages avec leurs têtes disproportionnées et leurs mouvements parfois saccadés peuvent créer une atmosphère bizarre.
Les transitions entre les scènes, souvent abruptes et accompagnées de musique intrigante, renforcent cette sensation d'étrangeté, laissant le spectateur dans un état d'incertitude. Les histoires, qui se veulent simples et accessibles, abordent parfois les thèmes plus sombres. Par exemple, les situations de conflit ou d'isolement vécues par Chappie et Chapeau peuvent évoquer des angoisses sous-jacentes chez les enfants, comme la peur de la solitude ou de l'abandon. Ces émotions, bien que résolues dans le cadre de l'épisode, peuvent laisser une empreinte persistante chez les plus petits. De plus, la représentation de l'univers dans lequel évoluent Chappie et Chapeau, avec ses paysages abstraits et ses éléments visuels parfois déroutants, peut créer un sentiment de malaise. La façon dont les personnages interagissent avec leur environnement et les objets qui les entourent peut sembler désorientante, faisant naître une sensation d'irréalité qui peut être troublante pour les plus petits. Les personnages secondaires, bien que souvent comiques, peuvent revêtir des traits qui frôlent le grotesque. Leur comportement exagéré et leurs expressions étranges ajoutent une couche d'étrangeté à l'ensemble, ce qui peut susciter un sentiment d'inconfort chez certains enfants. En conclusion, malgré son humour et sa légèreté, Chappie Chapeau cache des éléments qui peuvent mettre mal à l'aise à un regard critique. Cette confrontation entre le charme de l'animation et l'étrangeté des récits suscite à la fois rire et réflexion. Kiri le clown a été diffusé en 1966. La première saison est composée de 65 épisodes de 5 minutes. Nous découvrons alors Kiri, le clown qui a créé sa propre troupe de cirque avec laquelle il voyage de ville en ville. Il est aussi jongleur et prestidigitateur. Il y a Laura, c'est la seule humaine de l'équipe. C'est aussi la meilleure amie de Kiri. Elle est aussi écuyère et danseuse. Pipelette, c'est une petite perruche savante. Elle roule fortement les R lorsqu'elle parle. Comme son nom l'indique, elle est très bavarde. De plus, c'est une râleuse invétérée et elle se dispute souvent avec Ratibus. Elle sait jouer du tambourin. Ratibus est un petit chat très malin. Il adore faire des farces à Pipelette. Il sait jouer du saxophone. Il y a aussi Bianca, la jument blanche qui tire la roulotte. Elle fait aussi des numéros d'acrobatie avec Laura. Et pour finir, Miss Rossignol. C'est une otarie qui fait des numéros de jonglage. Il y a aussi Barbara, une éléphante. Kiri le clown est une série qui a marqué les esprits par son ambiance sombre et ses éléments dérangeants. D'abord, le personnage de Kiri a une apparence qui peut être à la fois fascinante et troublante. Les clowns sont souvent associés à des sentiments contraires. Et Kiri ne fait pas exception, avec son sourire large et son maquillage exagéré. Il y a aussi l'atmosphère qui est inquiétante. La série joue sur une ambiance de mystère et de suspense, avec des thèmes sombres qui peuvent créer un sentiment de malaise chez le spectateur. Certains épisodes abordent aussi des sujets comme la mort, l'abandon et la solitude, ce qui peut être dérangeant, surtout dans un contexte d'une série destinée à un jeune public. La série comporte également des éléments fantastiques qui peuvent parfois basculer dans l'horreur, avec des situations qui défient la logique et provoquent une sensation de malaise. Tous ces points contribuent à faire de Kiri le clown une série mémorable, mais également troublante pour certains spectateurs. Si vous souhaitez des détails spécifiques sur des épisodes ou des scènes particulières, je vous invite à aller voir de vous-même. Mais heureusement, une série en 3D a été diffusée à partir de 2005 sur France 5 dans Zouzou. Cette version a totalement changé les personnages et notre façon de voir l'histoire. Le voilà, le petit pingouin que tous les enfants connaissent, avec ses expressions faciales exagérées et ses mouvements désassemblés. La série est composée de 156 épisodes de 5 minutes et a été diffusée sur TF1 à partir de 1990. Pingu est un dessin animé en stop motion, mettant en scène un petit pingouin vivant dans un monde glacé et ludique. Plusieurs éléments peuvent sembler inquiétants, voire malaisants lorsque l'on y réfléchit de manière plus approfondie.
Tout d'abord, l'esthétique de Pingu elle-même peut être déroutante. Les personnages, bien que mignons, possèdent des traits exagérés et des expressions parfois étranges. Les mouvements saccadés et le son non-verbal des personnages consistent en un langage de gloussements et de cris peuvent également créer une ambiance bizarre, presque désincarnée, où l'émotion est difficile à interpréter. Les interactions entre Pingu et les autres personnages peuvent également prêter à confusion. Les comportements parfois agressifs ou imprévisibles, comme les disputes entre Pingu et ses amis ou les membres de sa famille, laissent entrevoir une dynamique sociale qui peut sembler malsaine. Ce contexte de conflit fréquent, même s'il est souvent résolu rapidement, peut éveiller des préoccupations chez les plus jeunes enfants, en véhiculant des messages ambigus sur l'amitié et la résolution des conflits. De plus, l'univers dans lequel évoluent Pingu et ses amis est à la fois fascinant et dérangeant. Les paysages de glace et les décors minimalistes, bien que visuellement attrayants, peuvent donner une impression de vide et d'isolement, voire presque d'apocalypse. Les éléments de la nature, comme les tempêtes de neige ou les crevasses, ajoutent une dimension de danger omniprésent qui peut être source d'anxiété. Et enfin, certains épisodes comportent des scénarios qui flirtent avec le surréaliste, comme des rencontres avec des personnages étranges ou des situations absurdes qui peuvent sembler déstabilisantes. Comme le morse géant qui apparaît dans le rêve de Pingu, alors qu'il semble s'être lié d'amitié avec son lit marchand. Au début, il ne fait que les épier, mais il ne tarde pas à les enfermer dans une cloche de neige. Puis de s'amuser à utiliser Pingu comme un jouet en l'étirant dans tous les sens avant de le relâcher et de manger la couverture et le matelas du lit. Pingu paniqué s'enfuira avec son compagnon et dans la précipitation tombe dans un ravin et enfin se réveille pour réaliser que ceci n'était qu'un mauvais rêve. Cette ambiance onirique associée à des éléments de comédie peut parfois donner naissance à une atmosphère de malaise où le spectateur se sent partagé entre l'amusement et la perturbation. Pingu mêle humour et étrangeté d'une manière qui peut sembler creepy, révélant que même les dessins animés destinés aux enfants peuvent susciter des émotions contraires. Ce contraste entre l'animation enfantine et les éléments troublants rappelle que l'enfance est souvent accompagnée de nuances dérangeantes. Et voilà, la première partie des dessins animés creepy est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et racontez-moi aussi les souvenirs que vous avez d'un dessin animé glauque que vous aimiez quand vous étiez enfant. Pour la deuxième partie du thème, je me concentrerai sur les dessins animés des années 2000. En attendant, passez une bonne journée, bonne semaine et bonne fin de mois. Et à dans une prochaine vidéo.